Question, parce que je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Il me reste la question de la formation. Donc, au fait, les différentes missions, le support technique et la recherche appliquée, je les comprends très bien et je comprends leur relation avec ce type de centre, mais je n'ai pas compris, la formation à la demande, elle est dédiée ou elle est destinée à qui? Oui, justement. Parce que, elle est destinée à ceux qui activent dans le domaine des télécoms. On sait que télécom, c'est un domaine qui est très vaste. Et des technologies qui apparaissent de façon pratiquement chaque année, de nouvelles technologies qui apparaissent chaque année. Donc nous, par exemple, on donnait de la formation aux ingénieurs de Bell, soit Bell, Vidéotron, etc., sont des grandes compagnies de téléphonie au Canada. Ils ont des ingénieurs et des techniciens. Donc pas pour les étudiants, c'est pour les ingénieurs. C'est pour les ingénieurs et techniciens qui travaillent dans la société-là et qui ont besoin de se perfectionner dans des nouvelles technologies. Donc on est là, nous, pour les aider à se perfectionner et à acquérir de nouvelles connaissances concernant les nouvelles technologies. Très bien. Donc c'est plutôt dans la formation continue et du recyclage. Absolument. Donc moi, j'ai retenu une chose très importante de votre conférence, c'est au fait, enfin, on arrive à mettre la recherche au service de la société et de l'économie, non pas rester très abstraite et malheureusement, les résultats restent dans le fond d'un tiroir. Maintenant, j'ouvre le débat. S'il y a des questions, la demoiselle qui peut prendre le micro va venir vous distribuer le micro. Et si vous avez des questions, il est là le baladeur. Je vois que M. Hamdi a une question, le spécialiste en télécommunications. Il enlève la casquette de vice-recteur ici. Donc, نشكر الأستاذ مجلدي pour cette intervention très bénéfique. نشكره على تقبل الدعوة اللي جانا من كيباك وإن شاء الله يعني تكون la conférence qu'il vient de donner تكون على الأقل سلطت الضوء على هذا cet axe d'activité اللي مازال احنا ناقص بزاف يعني في الجزائر جيماجين وهو اللي راح يساعد يعني في التنميه المحليه ولا التنميه الوطنيه le développement national. انا j'ai une petite question d'ordre on va dire futuriste شوي sincèrement et franchement est-ce que vous jugez que nous sommes capables de faire هذا l'axe d'activité qui est le transfert de technologie à l'échelle nationale et particulièrement au bassin de Guelma, sachant que le tissu économique في Guelma il est connu, نعرفوه الطابع تاعو نعرفوه اللي fortement تسمى ما عندناش une grande industrie ما عندناش beaucoup d'industriels عندنا des petites entreprises nous sommes là الجميع عندنا le potentiel humain عندنا des laboratoires de recherche يعني qui excellent dans les domaines تاعهم d'activité. Mais est-ce que le transfert de technologie est là, franchement, est-ce qu'on peut le faire? Donc, d'ores et déjà, dès le début, je peux dire oui, oui à 100%. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Lorsque nous avions commencé à Trois-Rivières, Trois-Rivières, nous sommes dans une région qui s'appelle la Mauricie et qui est peut-être l'une des régions les plus pauvres du Québec. Je m'excuse. Les plus pauvres du Québec. Donc, il y en a ici, je crois. Merci. Alors, lorsque nous avons commencé à Trois-Rivières, nous avions un oscilloscope et je crois 2 ou 3 multimètres qui nous ont été donnés par une compagnie de téléphonie qui s'appelle Cogeco. Il n'y avait aucun étudiant. Je ne suis pas le doyen. Excuse. Je ne suis pas de toute façon le doyen de ce centre-là, mais j'ai trouvé 2 prédécesseurs qui ont déjà entamé les démarches pour créer ce centre-là. Au début, il n'y avait aucun projet, aucun étudiant. Moi, j'avais commencé en tant qu'enseignant-chercheur avec eux. Et au début, de toute façon, nous, on croyait qu'en étant spécialisé en télécom, on n'aura affaire qu'à des entreprises spécialisées en télécom. Et on s'était rendu compte tout de suite que c'est une chose que je disais même ici à mes étudiants dans les années 90. Je leur enseignais le module de traitement du signal. Certains croyaient que le traitement du signal, c'est une discipline qui est juste allouée aux électroniciens. Donc, le traitement de signal, on peut le trouver un peu partout. On peut traiter un signal. La fin, quand j'ai faim, c'est un signal qui se transmet et que je peux donc traiter. Le traitement de signal, c'est une discipline que l'on trouve un peu partout. De la même manière que c'est
ce transfert de technologie-là, on peut répondre à des besoins, notamment, comme je l'ai déjà mentionné, aux gens de l'agriculture, aux gens qui travaillent dans les télécoms, aux gens qui travaillent dans l'électricité. On peut être partout. Là où il y a nécessité d'acquérir un signal ou de le transmettre, quel que soit le type de signal-là, on peut y être. Donc concrètement pour Guelma, c'est une zone qui est très défavorisée par rapport malheureusement au reste algérien. Je peux dire, enfin je peux affirmer que ce centre-là pourrait être peut-être le déclencheur d'une nouvelle économie à Guelma, qui va être, parce que, bon, bien sûr, il faut que l'État s'y mette, parce que si l'État ne s'y mettra pas, ça n'avancera pas. Parce que je suppose qu'il y a des programmes qui permettent d'aider les entreprises à évoluer, des programmes peut-être qui sont destinés à l'université, qui leur permettent comment dirais-je, de rendre le profit aux entreprises. Donc, rien que le fait de mettre la recherche, enfin les chercheurs, en contact direct avec l'entreprise, ce sera un grand atout. Donc, d'ailleurs, j'ai entendu avec plaisir que vous avez un Ben Ammar qui est très réceptif. Ça peut être lui-même le déclencheur de ça. On peut commencer par même créer avec lui une chaire de recherche pour développer des projets rien que pour son complexe. Des projets qui sont financés, qui seront financés en partie par lui. Parce qu'il ne faut pas que l'État continue à financer les projets de l'industrie. J'avais lu, enfin ça, il y a 2 années là, que Guelma a un manque terrible en matière de télécom. Donc on peut développer certaines petites applications. Ben, j'ai vu qu'il y a certaines zones qui sont complètement blanches, qui ne sont pas couvertes du signal. Avec de petites applications, on peut rendre ces zones-là couvertes du signal, donc et accessibles à tous les signaux. Je pense que vous avez touché un point très important. Ça faisait partie de mes questions. Au fait, j'en ai plusieurs. J'espère pouvoir en discuter avec vous-même en aparté. C'est le financement. Moi, je me pose toujours la question, comment nous allons pouvoir encourager ou bien motiver ces entreprises, ces PME, à venir faire confiance à ces centres de recherche et de transfert de technologie et mettre de l'argent, car au final, c'est pour leur intérêt. Oui. Enfin, c'est pour ça que je parlais de politique, parce que là-bas, j'avais dit que le Canada encourage beaucoup, de toute façon, la production qui émane de la recherche universitaire et scientifique. Il y a des programmes spécifiques qui sont destinés à cela. Vous citez l'exemple de ce qu'on appelle une subvention SEP, qui s'appelle la subvention de l'établissement de partenariat, qui est financée par le gouvernement du Canada, le fédéral. C'est une subvention de 25 000 $ qui nous permet d'entrer en contact avec l'entreprise et d'écouter ses doléances et d'écouter la problématique de ces entreprises-là. Donc là, je crois que vous avez déjà des programmes qui permettent de subventionner les labos. On peut utiliser une partie de cette pour déjà développer une première application à un industriel. S'il voit qu'il y a du concret, parce que ce qui manque actuellement, enfin malheureusement, c'est que l'industrie n'a pas trop confiance en ses chercheurs. Donc la première des choses, c'est de convaincre l'industrie parce que nous sommes capables de répondre à leurs besoins avec des petites applications concrètes qui répondent à un problème concret. Bon, au début, il va être un petit peu réticent. La deuxième fois, on va lui demander de mettre 50 000 pour développer la deuxième application. Et quand il se rendra compte que nous sommes là et que ces applications-là améliorent réellement ses revenus, il va revenir de lui-même la prochaine fois et nous demander de faire des applications plus importantes. Très bien, parce qu'au fait, déjà, le but de ce salon, l'un des objectifs de ce salon, c'est de mettre en contact l'industrie et les chercheurs. Exactement. Je crois qu'il y a une question. On va prendre 2 dernières questions. Donc, Monsieur Kati, on va prendre d'abord 3 questions. Mademoiselle Hamlaoui. Un instant. Allez-y. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Iman Hamlaoui, je suis manager achat de services et prestations chez Ammar Ben Ammar justement. Et je voulais juste faire une petite remarque sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, Ammar Ben Ammar se dirige vers une nouvelle stratégie de management. Et parmi cette stratégie de management, c'est l'encouragement de la recherche justement. On en a discuté avec l'université notamment. Et on veut bien financer les recherches. On est là pour sponsoriser la recherche. Donc je le dis au nom de l'entreprise, au nom de mes responsables, on est là pour sponsoriser la recherche. C'est excellent.
Qu'est-ce que j'avais oublié un autre truc. C'est très intéressant. Je suis pas venue. Je viens d'assister à la fin de la présentation. C'est très riche et très intéressant, notamment pour tout ce qui est les caméras de surveillance, le truc pour les personnes âgées qui risquent de tomber, tout ça. Et à l'entreprise, aujourd'hui, on essaye d'externaliser tout ce qui n'est pas dans le cœur de notre métier et d'avoir des partenariats avec des gens comme vous. Comme ça, on se focalise dans le cœur de notre métier et laisser les gens faire leur métier. Ça va créer des partenariats et ça va créer des opportunités de travail aussi. Merci, c'est excellent. Donc, la solution est déjà là. D'autant plus que pour l'entreprise de Bonamar, je peux proposer, il y a un très grand projet que j'avais voulu créer une chaire de recherche dans ce contexte-là là-bas. On peut le faire ici. C'est un projet qui concerne la sécurité alimentaire. Donc ça pourrait justement faire l'objet d'un très grand premier projet de l'Université de Galma avec l'entreprise Bonamar. De transfert de technologie. Pour le futur dans le cadre du transfert de technologie, c'est un projet justement dont l'objectif premier, c'était de détecter et de localiser les bactéries, par exemple, se trouvant dans les aliments consommables. On peut les détecter en temps réel et les localiser en temps réel avant qu'ils n'arrivent au client une phase de dégâts. Donc, et on peut l'orienter selon les besoins de Bonamar, du complexe. Hein. Donc ça pourrait faire l'objet déjà d'un premier partenariat. C'est noté, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc franchement, on cherche des projets comme ça avec un intérêt pratique et directement qui a un impact direct. Juste, je profite de cette occasion-là parce que moi, j'ai un très bon lien avec la ville de Traoré. Lorsqu'on parle de la ville, pour nous, c'est la mairie. J'avais parlé une fois de façon justement de Bonamar à Trois-Rivières, de ces responsables-là. Ils sont ouverts à lui donner l'espace qu'il veut là-bas, pour qu'il vienne industrialiser et lui donner toute l'aide qu'il veut pour investir là-bas. Donc, si vous pouvez lui transmettre cela. Comme vous le voyez, c'est le concours de tout le monde, des collectivités locales, l'université, l'entreprise en elle-même. On prend une question de... Oui, j'ai pris d'abord Monsieur Cathy, Monsieur, et vous en dernier, comme ça on va clôturer cette session. Monsieur Cathy, à vous la parole. Effectivement, nos universités, les universités nationales, avec un encouragement de la tutelle également, on va vers un mécanisme comme ça, ou des mécanismes, on cherche un peu la formule magique pour faire fonctionner, on parle beaucoup d'incubateurs, on parle de transfert de technologie, de structuration, d'institutionnalisation également de, si vous voulez, de structure d'interface entre l'université et le monde productif. Donc, on est vraiment dans cette dynamique, mais la formule, elle n'est pas encore au point. Le mécanisme n'est pas encore vraiment au point, notamment deux aspects. Donc, vous avez soulevé comme ça rapidement la mobilisation, vu que vous êtes à cheval entre deux ministères de tutelle. Vous avez parlé de collège. Et là, ma première question, est-ce que donc, au sein de ces structures-là, au sein de ces centres, est-ce qu'il y a des chercheurs universitaires qui réalisent, qui travaillent? C'est-à-dire, quelle est la forme ou quelle est la relation entre vous, en tant que structure autonome, et les universitaires, hein, donc, c'est-à-dire, pratiquement, quel est un peu le mode de gestion de leur apport et également de la rétribution? Parce que je parle d'action incitative, au fait. Il faut que ça marche, finalement, mais il faut encourager les gens. Et donc, ma première question, c'est celle-là. Deuxième aspect, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Donc, rapidement, vous en avez parlé, mais parce que vous avez parlé d'utilisation de technologies existantes, mais qu'en est-il de l'innovation et de la protection?
C'est-à-dire les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle, on en est loin en Algérie. Il y a des mécanismes mais qui ne sont pas très rodés et il y a beaucoup d'inventivité au sein de nos universités. Exactement. Il y a des niches d'excellence, mais on ne sait pas se protéger. Pas encore, pas suffisamment. Voilà, merci. Je vous en prie. Donc, pour répondre à votre première question, bon, tout d'abord concernant le... Enfin, je peux vous parler uniquement de mon centre actuellement. Actuellement, mon centre, dans un magasin, mon magasin, même si ce n'est qu'employé. Donc, dans le centre que je dirigeais, il y a 4 PhD, 2 ou 3, de toute façon, des gens qui ont l'équivalent des magistères, là-bas ils appellent ça maîtrise, et 4 ingénieurs. Et en plus de cela, de toute façon, donc, on travaille très étroitement, enfin en collaboration étroite avec les QTR, et avec donc d'autres PhD, donc, et d'autres étudiants aussi de l'université, en plus des étudiants qui nous viennent du Cégep, et nous recevons aussi souvent des étudiants qui nous viennent de France notamment de l'université de Compiègne, j'ai eu de façon de Grenoble, de Lyon, un peu de tout. Donc, pour ce qui est donc de la masse critique, donc d'ailleurs c'était un point qui nous est exigé de façon par la tutelle. Il y a un certain moment au début, lorsqu'on parle de collège, les gens croyaient que c'est les étudiants du collège qui vont concrétiser et réaliser ces applications-là. Il s'avère que pour toute recherche appliquée, il y a tout d'abord au début de la recherche fondamentale à faire, qu'elle soit faite avant à l'université ou bien faite même sur place, de façon dans les centres. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont docteurs, qui sont donc spécialisés dans tel ou tel domaine. Maintenant, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, nous, c'est vrai que nous avons l'approche facile avec les entreprises. C'est ce qui a fait justement que les CCTT deviennent très importants et un axe vraiment névralgique dans le Québec. Au Québec, on s'était parlé de façon plutôt hier, les universités ont ce qu'ils appellent le BLEU, le Bureau de liaison université-entreprise, qui est très exigeant en matière de propriété intellectuelle. C'est vrai, quand il s'agit d'une technologie qu'on invente nous-mêmes, qu'on crée à l'université nous-mêmes, ils ont tendance à se protéger, c'est tout à fait normal. Mais il y a toujours des conventions à respecter, enfin à établir. D'ailleurs, même les organismes de subvention, notamment ce qu'on appelle le CRSNG, qui est le Conseil de recherche en génie, enfin en sciences naturelles et en génie, qui finance la plus grosse partie de nos projets-là, ils exigent qu'il y ait quand même un transfert de technologie à la PME. Mais il faut que l'entreprise contribue. Donc, parce que la cession de la propriété intellectuelle est au prorata de la contribution de l'entreprise. Parce qu'on parle de contribution, il y a des contributions en nature, il y a des contributions en espèces. En espèces, il faut qu'elle mette de l'argent. Et en nature, il faut que ces employés, ces ingénieurs par exemple, participent avec nous pour qu'il y ait un véritable transfert de technologie. De telle sorte qu'à la fin, ils partent non seulement avec le produit, mais ils partent avec le savoir-faire. Donc, selon l'importance du projet, nous, dans la majorité des cas, on a cédé la propriété intellectuelle complètement. Mais on a établi, notamment pour le projet des lampadaires là, on a établi de toute façon donc une entente avec l'industriel, où nous, on garde des royalties pour 15% de ce projet-là. Donc on garde 15% et le reste de toute façon c'est à lui. Mais il y a des organismes qui sont là spécialisés pour la protection de la propriété intellectuelle. Mais quand il s'agit d'une application qui n'a pas nécessité de création de nouvelles technologies, on la cède. Mais si jamais nous, on développe quelque chose qui devient secret, à ce moment-là, on donne le produit, mais avec des licences d'exploitation. Merci pour cette réponse. Donc, on va prendre l'avant-dernière question. Nous avons... Sofiane Boudalian, enseignant-chercheur à la faculté de sciences de la nature et de la vie à l'université de Galma. D'abord, merci pour cette excellente présentation. Ma question plutôt c'est de l'ordre technique. L'exemple, ça m'a plu beaucoup, l'exemple quand vous montrez la télésurveillance dans le système de traçabilité en sécurité alimentaire. Ma question elle est toute simple. Quel est le prix de revient de cette technologie-là par rapport à la production des fraises, par exemple, au Canada? Parce qu'en fait, il faut se rappeler toujours dans le contexte local, le contexte algérien, la pomme de terre, par exemple,
en saison d'abondance, elle est pas du tout chère. Hein. On est dans les alentours de 15 centimes d'euros à 20 centimes d'euros. Donc, peut-on développer une technologie qui va nous coûter pratiquement très cher pour l'utiliser avec un prestataire, avec un demandeur ou avec un industriel qui va demander cette technologie-là? Est-ce qu'on va trouver des clients? Absolument. Justement, parmi les missions qui nous ont été de toute façon affectées en tant que centre, c'est qu'on nous demande de faire des applications qui soient abordables par les clients et qui soient les plus efficaces possibles. Je peux vous citer un exemple, par exemple, d'une caméra. À un certain moment, quelqu'un avait besoin d'une caméra à infrarouge. Sur le marché, la caméra coûtait 5 000 $. On lui a développé un processus de façon locale, basé sur des éléments très simples, et ça a coûté 200 $. Bon, 200 $, c'est le produit final qu'on aura développé. Mais parce que si on compte tout l'effort que nous avons mis au début pour développer un prototype, bien sûr, il y a les chercheurs qu'il faut payer, etc. Mais parce que nous, on lui développe le prototype pour que par la suite, lui, il pourra le développer et le rendre, et donc, et deviendra par la suite, comment dirais-je, rentable. Mais si vous avez besoin, comme le cas de la fraise, par exemple, parce que, bon, il y a des applications qu'on développe pour l'utilisateur qu'il a développé. Donc, lui, il fait ses comptes, parce qu'au bout de plusieurs années, combien il va perdre de fraises, combien il va jeter. Donc, ça coûte énormément d'argent. Si ça lui coûte, par exemple, disons 100 millions, et nous, on lui développe un produit qui va lui coûter 50 millions. Donc, il est rentable, de toute façon, au bout du temps. Mais, d'une manière générale, on nous demande, nous, on nous exige, pratiquement, que les applications, les produits qu'on développe soient les plus abordables possibles et les plus efficaces possibles. Donc, c'est notre devise, de toute façon, que nous avons faite à nous. Pour la dernière question de monsieur, il se présente s'il vous plaît. Salam alaikum. J'ai pas de questions, mais j'ai des suggestions. Concernant la technologie, le transfert technologique, chez nous ici, on est basé sur la simulation. Simuler, MATLAB et ainsi de suite. Même les projets pour les fins d'études, pour les masters, des gens qui ont fait des réalisations, ils sont mal notés que les gens qui ont fait des simulations. Une réalisation, à la fin, il sera noté moins que une simulation au classe. Ici, je vois que si on veut que la technologie se développe ici à l'université ou là en Algérie, il faut inciter les gens, même donner des prix à les étudiants qui ont fait des efforts pour concrétiser quelque chose. L'étudiant lui dire une simulation, il est bien favorisé à l'étudiant l'autre, à un autre. J'ai participé à Très bien. Aussi, autre chose, c'est que les entreprises, comme vous avez dit, les entreprises n'ont pas confiance aux chercheurs algériens. Ils font des contrats avec les institutions étrangères. Ils leur livrent des produits clés en main. Et peut-être ils ne leur exigent même pas de manipuler les produits terres. Par exemple, les projets proposés par le groupe Benamor, c'est des projets que j'ai vus, c'est du marketing. Et, comment faire le marketing, c'est tout. Ce n'est pas des projets pour innover le processus industriel. J'ai vu des projets comme ça, proposés par Benamor, et ce n'est pas comme vous proposez, vous, des sujets de technologie, comment améliorer le processus technologique, comment aider les gens à améliorer les choses avec des produits
des produits, des technologies. Et ça va être ce le début d'une étape. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as terminé cette question. Je m'excuse de ça. Si jamais ces applications qu'ont fait les étudiants, si on profite de ces simulations-là et on invite les entreprises que l'on pense pouvoir être intéressées par ces applications-là, si je suis là par exemple, il y a des entreprises, je leur fais la simulation de mon application. Il va voir tout de suite l'intérêt que ça lui apporte pour son entreprise-là. Et il viendra lui-même vous chercher par la suite. Et le prix qui sera donné à cet étudiant-là, c'est que cet étudiant-là pourra être par la suite considéré comme le cadre de cette entreprise-là. Donc ça pourrait déjà créer un lien d'employabilité. Si vous faites assister les entreprises aux thèses de projets finaux, par exemple. Moi, je suis un entrepreneur, je ne sais pas ce que vous faites à l'université. J'assiste dans un projet et je trouve que cette application-là coïncide parfaitement avec ce que je fais. Pour moi, ça va être cet étudiant-là qui sera le cadre de mon entreprise. Là, donc, il y a non seulement un contact, mais il y a déjà un début de transfert de technologie. Votre étudiant ira à l'entreprise, donc il va avec ses connaissances, ses compétences et donc sa technologie. Et son idée innovante. Et son idée innovante éventuellement. Absolument. D'où le concept d'entrepreneur et d'intrapreneur maintenant qui est très à la mode et qui va être répandu. C'est des jeunes qui viennent avec des idées, qui vont intégrer une entreprise et qui vont développer l'idée au sein même de l'entreprise. Donc, professeur Mdjeldi, je vous remercie infiniment encore une fois pour votre conférence, pour avoir répondu